Muchas gracias a la Fundación Casa de Misericordia. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à la FIAM de me faire le plaisir et l'honneur de pouvoir parler avec vous. Alors, je commencerai mon exposé en disant qu'on assiste aujourd'hui à un double mouvement de robotisation, celui qui robotise l'humain et celui qui tente d'humaniser, pourrait-on dire, le robot. Dans l'exposé que je ferai, dans ce très court exposé, je me centrerai sur les conséquences et la pertinence du remplacement de l'humain par des robots humanisés. Si la robotisation de l'humain peut induire implicitement une sorte de négation ou de dénigrement de la fragilité ou de la vulnérabilité constitutive de l'humain, les projets symétriques d'humanisation des robots, c'est-à-dire ceux qui entendent remplacer les humains par des robots, induisent également et implicitement une série d'idées qui nous semblent tout à fait problématiques d'un point de vue éthique et anthropologique. Disons d'emblée que notre propos n'est pas du tout technophobe et que nous ne nions pas, bien entendu, l'importance et le caractère souvent inévitable, dans une société complexe comme la nôtre, d'une association homme-robot dans laquelle, éventuellement, le robot pourrait prendre la main sur l'homme dans certaines circonstances. Pensons par exemple à un système de pilotage autonome, robotisé, qui pourrait reprendre les commandes d'un avion lorsqu'un comportement d'un pilote pourrait sembler tout à fait aberrant, comme cela s'est passé dans le crash malheureux de l'avion de la Germanwings très dernièrement. Un partage d'autorité, comme le dit Catherine Tessier à Toulouse, est tout à fait important dans certains cas entre l'homme et la machine. Encore faut-il trouver des critères précis pour savoir les circonstances dans lesquelles on peut déléguer d'importants pouvoirs à la machine. Cependant, l'idée d'une équivalence homme-machine est tout à fait problématique, ainsi que la tendance présente aujourd'hui au niveau de certaines instances européennes pour conférer aux robots une personnalité juridique particulière, les différenciant de la catégorie de purs objets meubles, comme il en est question dans le dernier rapport Delvaux des communautés européennes en avril 2016. D'une part, il faut reconnaître qu'il existe des limites intrinsèques aux robots et à leurs programmes, des limites intrinsèques logiques et algorithmiques, limites dans la modélisation des comportements cognitifs humains par des machines. Et d'autre part, il existe aussi des problèmes spécifiquement anthropologiques, relationnels et éthiques que l'on ne peut pas passer sous silence ou minimiser lorsqu'on en envisage le remplacement de l'homme par des machines. Envisageons donc ces deux types de problèmes. Limitation interne des logiciels, deux problèmes anthropologiques et éthiques. Question de limitation interne des systèmes. Lorsqu'on utilise un système robotisé, on doit s'assurer qu'il soit complètement fiable. Or, il est connu que l'on ne peut répondre à toutes les questions relatives au comportement futur d'une machine gouvernée par un programme complexe. C'est l'essence du célèbre halting problem de Turing ou de sa généralisation dans le théorème de Rice, assurant que toute question générale concernant le comportement futur d'un ordinateur est soit triviale, soit indécidable. Il serait donc a priori très difficile d'assurer qu'un robot autonome, par exemple, ne va pas engendrer des comportements indésirables lorsqu'il sera placé dans un environnement complètement inédit, et c'est une question cruciale dans l'utilisation de ce qu'on appelle les LAWS, Lethal Autonomous Weapon System, les robots autonomes armés, qui, quand ils seront peut-être déployés, rencontreront des situations inédites et donc déploieront éventuellement des comportements non voulus ou non légaux.
Remarquons que par définition, un robot ou un système d'intelligence artificielle totalement autonome ne fera pas tout ce que nous voudrions qu'il fasse, puisqu'il est susceptible de prendre des initiatives. La totale fiabilité des robots s'oppose à la complète autonomie. On parle de robots autonomes, mais on ne voudrait pas, et c'est le paradoxe, on ne voudrait pas que les robots puissent faire des choses illégales ou des choses que nous n'avons pas prévues. Du point de vue des problèmes internes aux algorithmes, on peut signaler le problème de l'interprétation des données, le problème sémantique. Lorsqu'un juge, un médecin, un officier doivent prendre une décision, ils sont souvent confrontés à la nécessité d'interpréter un fait dans un contexte complexe ou d'agir dans une situation de dilemme en fonction justement des caractéristiques de ce contexte complexe. Mais l'interprétation n'est pas facilement implémentable dans un algorithme. Elle dépend d'un arrière-fond de détails, de valeurs et de l'histoire personnelle de la personne qui doit prendre la décision. À certains moments, officiers, médecins, économistes, ingénieurs doivent trancher dans l'incertitude, doivent décider dans l'incertitude. Et ce qui fait la différence entre l'homme et la machine, le robot, c'est que le premier, l'humain, engage une responsabilité au travers de sa décision et de son action, alors que la machine ne ferait au mieux qu'appliquer une procédure, éventuellement une procédure de choix aléatoire, pour résoudre le dilemme. Un programme est un système formel, mais ce dernier, s'il est un peu complexe, ne dicte jamais de manière univoque son interprétation, c'est-à-dire le monde auquel il est censé s'appliquer. C'est ici l'un des résultats importants de la théorie des modèles en logique mathématique. Or, on fait souvent croire qu'un programme, un système formel, serait à lui seul susceptible de se rapporter univoquement et efficacement à un et un seul monde. Il y a au fond des faits contingents importants dans la vie pour une interprétation, importants pour l'interprétation, pour une herméneutique d'une situation, qui ne pourront jamais être maîtrisés totalement par une procédure algorithmique, par un programme basé sur des dérivations pas à pas, step by step, effectuées en temps fini. Ici, on pourrait dire que le robot ne pourra jamais effectuer un véritable jugement de prudence. Il n'y a pas de phronésis, de prudentia pour le robot. D'ailleurs, Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, montrait très bien que le jugement de prudence ne peut pas être le fruit d'une simple déduction mathématique à partir de principes. Venons-en maintenant à la deuxième classe de problèmes, problèmes qui sont juridiques, éthiques ou anthropologiques. L'emploi d'un robot doté d'autonomie est considéré comme substitut, remplacement de l'acteur humain, pose des problèmes en termes de responsabilité juridique ou éthique. On pourrait penser qu'en cas de dysfonctionnement ou de dommages collatéraux, comme on dit dans le langage militaire, les personnes qui ont mis en œuvre le robot pourraient être directement mises en cause, comme cause de l'action néfaste. Mais celle-ci pourrait se retourner contre les programmeurs ou les concepteurs de la machine en disant « ce n'est pas moi, c'est le robot ». La médiation technologique crée un écran derrière lequel peuvent se dissimuler ceux qui portent la responsabilité d'un dommage. Pire encore, l'utilisation d'une médiation technologique peut donner l'impression d'une sorte d'immunité, encourageant l'utilisation de machines pour réaliser des actions que les personnes humaines n'oseraient pas effectuer directement. Il faut être conscient que les robots autonomes, avec toute la complexité de leurs constituants, peuvent créer une sorte d'occultation ou de dilution des responsabilités véritables, juridiques ou éthiques. C'est celui qui a mis en œuvre le robot qui est responsable, mais celui qui a mis en œuvre le robot peut se retourner contre les différents acteurs qui ont construit le robot et les procès durant longtemps, le véritable responsable est ou bien non pas désigné ou bien désigné très tardivement alors que presque tout le monde l'a oublié. Soulignons un autre aspect fondamental. Lorsqu'on pense au remplacement de l'homme par des robots autonomes qui vivraient aux côtés
de personnes. Aujourd'hui, en Asie, Japon, Corée du Sud, de plus en plus de robots sont utilisés dans les maisons de personnes âgées ou dans les hôpitaux. Il existe une interface qui n'est pas nécessairement accessible à tous les humains. Face à une machine, à un ordinateur, à un lecteur de DVD, une personne âgée ou souffrant d'une pathologie mécanique ou neurologique peut éprouver de graves difficultés de compréhension ou de manipulation du système, surtout si le système opère avec une grande sensibilité ou rapidité. Il suffit de penser à une personne qui souffrirait de Parkinson et qui devrait, prendre des décisions sur un écran d'ordinateur. D'autre part, on oublie souvent aussi que l'être humain a un besoin vital de relations humaines. L'être vit et survit dans la relation. C'est même le fondement de la dimension éthique soulignée par Emmanuel Levinas. C'est par la découverte du visage de l'autre que naît la dimension proprement éthique. Et ça rejoindrait l'esprit d'une éthique de la fraternité telle qu'elle est proposée aujourd'hui par le pape François. Or, les interfaces machines négligent ce caractère relationnel. Et dans certains cas, aujourd'hui, on constate que l'on peut abandonner des personnes à des robots de compagnie avec lesquels ils n'ont plus que des relations purement artificielles qui déshumanisent le tissu humain des maisons de repos, des hôpitaux, etc. C'est aussi par des actes proprement humains que l'homme se révèle à lui-même et à d'autres. Donc l'homme se révèle par ses actes. Comme l'a bien montré l'anthropologie explicitée dans le fameux livre « Personne et actes » de Karol Wojtyla. L'interaction avec une machine peut être bénéfique, par exemple, pour sortir les enfants autistes de leur enfermement. Mais le remplacement systématique de l'homme par la machine induit un appauvrissement relationnel qui est concomitant d'une perte du sens profond de l'altérité et de la richesse humaine. Il faut employer les machines quand elles sont au service de l'humain, mais il faut se méfier des machines quand petit à petit elles détruisent la profondeur des relations humaines et nient l'altérité, entre autres, nient la présence, par exemple, du visage de l'autre, etc. Je terminerai en disant notre brève analyse doit déboucher sur des critères permettant de juger de la pertinence et de la légitimité de l'emploi des robots et des robots autonomes dans notre monde. L'utilisation des robots sous toutes leurs formes, autonomes, humanisés, etc., ne peut être tolérée, ne peut être acceptée que si elle reste cohérente vis-à-vis de l'humain. Renoncer totalement à notre pouvoir de décision en faveur de machines qui risqueraient de se retourner contre nous et nos projets est proprement incohérent. L'homme augmenté deviendrait en fait un homme diminué. L'introduction et l'usage de machines sophistiquées doit être jugée à l'aune de 4 éléments que je vous livre ici. 1. L'introduction de machines doit préserver la capacité relationnelle des êtres humains. 2. L'introduction des machines doit éviter des effets d'enfermement des personnes dans un monde technologique, tyrannique, entièrement asservi à nos fantasmes. La machine est souvent construite pour réaliser simplement nos désirs. Et nous serons devant des machines qui nous proposeront uniquement ce que nous désirons. Mais l'autre, c'est celui qui, d'une certaine manière, marque une différence et me fait grandir par sa différence. Refuser l'enfermement dans un monde qui serait simplement construit sur la base de mes fantasmes, de mes idées, et qui m'enfermerait et m'asphyxierait en moi-même. 3e critère, nous devons introduire les machines avec l'idée d'un respect et une prise en compte très nette des limites constitutives de l'humain. Respect de la fragilité, de la vulnérabilité et de la faiblesse qui font partie de notre nature humaine. Rêver un monde sans fragilité, sans vulnérabilité, sans faiblesse risque de nous déshumaniser car quelque chose de l'humain serait perdu. Et enfin, 4e élément, revenir aux limites propres de la machine, aux limites internes des algorithmes et des machines elles-mêmes. Car dans le fond, souvent on nous présente des machines hyper performantes sans souligner que ces machines sont basées sur des algorithmes qui eux-mêmes
ont été construits par des ingénieurs sur base d'un certain nombre de présupposés qui ne sont pas explicites. À l'aide de ces 4 critères, qui ne sont évidemment pas du tout exhaustifs, on pourrait penser à un mode d'utilisation des robots dans tous les domaines et de l'intelligence artificielle qui pourrait rester au service de l'humain. Prendre conscience qu'une machine, aussi sophistiquée soit-elle, n'est jamais le sujet ultime d'une responsabilité et la source d'une relation et d'actes qui révèlent une vraie personne. Prendre conscience de la richesse, de l'ouverture à la dimension intrinsèquement fragile et limitée de l'homme, voilà peut-être quelques guides qui pourraient orienter un usage vraiment humain des robots et des robots autonomes. Muchas gracias.